Voici comment un seul navire de guerre a eu quelques secondes pour réagir lorsque deux drones Houthi ont pris pour cible l'USS Harry S. Truman. L'un des drones, lancé depuis l'intérieur du Yémen, a volé à basse altitude avant de prendre un virage serré pour tenter d'échapper aux radars américains. En plus d'être guidés en temps réel, ces drones avaient déjà verrouillé leur cible et se dirigeaient droit vers le Harry S. Truman, jusqu'à ce que l'USS Gravely les repère. Bien sûr, mais le temps serait-il suffisant? Deux drones Samad III ont été lancés dans les airs par une unité mobile Houthi depuis l'intérieur du Yémen à 3H-43. Heure locale. Ces drones sont bien mieux conçus en termes de portée, de furtivité et d'effet de surprise que les modèles Timou des années précédentes. Et ils se dirigeaient directement vers le porte-avions Harry S. Truman. Le premier a été lancé, a viré brusquement vers le nord-est, puis a grimpé à 18 000 pieds pour effectuer une attaque en piqué. La trajectoire de l'autre drone était quelque peu différente. Ce deuxième drone a volé à près de 250 km à l'heure, tout en planant à seulement 10 pieds au-dessus de la surface de l'eau, selon une technique connue sous le nom de sea skimming. Cela a donné au groupe d'attaque Truman environ une demi-heure pour réagir. Même si cela peut sembler long, les deux drones ont des caractéristiques qui rendent leur élimination difficile pour la marine. L'un de ces escorteurs, et non le Truman lui-même, a été le premier à reconnaître le danger qui approchait. L'atmosphère paisible et morne de la veille a été brusquement rompue lorsque l'USS Gravely, en service de surveillance à 20 milles au large de l'avant-bâbord, a été appelé à l'action. Les silhouettes distinctes de deux objets rapides ont été repérées sur son écran radar. Presque immédiatement, l'équipage et le navire ont travaillé en parfaite harmonie pour mettre au point une solution de tir qui sauverait le Truman. Cette solution suit un processus dynamique connu sous le nom de F2T2EA. La doctrine de défense aérienne de la marine repose sur le principe F2T2EA, qui signifie trouver, fixer, suivre, cibler, engager et évaluer. Tout commence avec le radar ANSP-1. Ce système offre une couverture à 360 degrés, de l'horizon à 0 degrés jusqu'au zénith, ou pointe le plus haut à 90 degrés, avec 3 de ses antennes pour un destroyer et 4 pour un croiseur. Il sert également de base à la première étape cruciale de l'élimination de ces drones. Pendant la phase de détection, le SPI recherche tous les objets aériens à une distance d'au moins 200 000 marins, qu'il s'agisse d'un missile, d'un drone, d'un avion, d'un nuage ou d'un oiseau. Le système de combat Aegis, qui relie le SPI au navire, recherche tout ce qui se trouve dans cette zone pendant cette phase. Le radar n'a besoin que d'un écho provenant de n'importe quel endroit pendant cette phase, en volant aussi près que possible de l'horizon pour éviter d'être détecté ou en exploitant sa portée de 800 km pour s'approcher sous des angles inattendus. Par exemple, à une altitude extrêmement élevée, très basse ou derrière les navires américains, le Samad III tente de surmonter cette phase. De plus, sa section efficace radar est d'environ 0,1 mètre carré, soit à peu près la taille d'une feuille de papier, même si son envergure reste 4,5 mètres et sa longueur de 2,8 mètres. La plupart des radars ont du mal à détecter cette petite section efficace radar, mais pas le SPI. Les drones Samad III tentent de tirer parti de la phase suivante, la phase fixe, mais ne parviennent pas à rester invisibles pour le SPI, car celui-ci peut détecter des cibles de la taille d'une balle de golf à plus de 100 miles. Les deux drones hostiles étant désormais détectés par le radar, le SPI commence à émettre des ondes radio entre 2,5 et 3,7 GHz afin d'obtenir des informations précises sur la position des cibles. La trajectoire, la vitesse et l'altitude de la rencontre peuvent toutes être déterminées à l'aide de ces informations. En cas de dysfonctionnement du GPS, chaque drone Samad III commence à modifier sa trajectoire de vol et à se fier à son système de navigation inertielle interne. En temps réel,
Les opérateurs outils à terre peuvent modifier la destination GPS dans un rayon de 250 km. Cela est particulièrement utile pour les cibles mobiles, telles que les navires, où l'opérateur peut obtenir des informations à partir des réseaux de radars côtiers, puis communiquer la position du navire américain au drone. Malgré cette stratégie sophistiquée, SPI est en mesure de passer à la phase suivante, Track, car il sait exactement où se trouvent ces drones. Pendant la phase Track, sur plus de 100 contacts distincts, ces ordinateurs effectuent des millions de calculs chaque seconde. Aegis est capable de gérer toutes ces informations sur des cibles se déplaçant plus vite que le son, malgré le fait que chaque drone se déplace à 250 km à l'heure. Par conséquent, battre ces deux cibles est aussi simple que de profiter du film Minecraft. La garantie est totale. La sélection des armes est la dernière étape avant que les missiles ne quittent leurs cellules, car des systèmes de contrôle de tir ont désormais été créés pour les deux cibles. Le Tactical Action Officer joue essentiellement à un jeu de speed dating à haut risque pendant cette phase d'engagement, appelé ciblage, et l'objectif est de trouver la bonne correspondance. Par exemple, ce serait un gaspillage de 4 millions de dollars que de tirer ce missile SM-6 extrêmement sophistiqué sur un drone qui ne vaut que 50 000 dollars. Avec l'aide d'Aegis, le Tao n'a que quelques secondes pour choisir l'arme idéale pour cette mission. Dans ce cas, il choisit ce missile. L'arme qui transformera ce drone en un tas de ferraille est un missile SM-2. Pour ce type de menace, l'arme de prédilection de la marine américaine en matière de défense aérienne est le missile SM-2. En effet, les Tomahawks sont utilisés pour les cibles terrestres, les SM-6 pour les menaces avancées, les SM-3 pour les missiles balistiques, les SM pour les cibles proches du navire et les roquettes anti-sous-marines pour, les sous-marins. Cependant, il existe plusieurs versions du SM-2. Malgré leur apparence similaire, certain missiles, tels que les Block 3, 3 Alpha, 3 Bravo et 3 Charlie, sont équipés de têtes chercheuses et de logiciels distincts. Chaque version du SM-2 est mieux adaptée à un type de menace particulier. Alors que l'un peut éliminer les skimmers près de la surface de l'eau, l'autre peut être plus efficace pour abattre les missiles qui plongent en piqué. Pendant ces brefs instants, le Tao bascule le commutateur d'inhibition de tir sur verre et vérifie que l'arme a bien été sélectionnée. Les SM-2 jaillissent de leurs cellules de lancement verticales à une vitesse près de 3,5 fois supérieure à celle du son en quelques secondes. C'est là que commence l'étape suivante. Pendant la phase d'engagement, le radar SPY se connecte aux missiles en vol. Le missile répond en quelque sorte à la question du SPI sur sa position plusieurs dizaines de fois par seconde. Le missile en cours de modification de trajectoire reçoit alors l'ordre du SPI de se diriger vers la cible. Les drones entrent dans ce qu'on appelle la phase terminale du vol lorsque le SM-2 se rapproche de leur portée. Ces radars deviennent alors d'une importance vitale. Les radars ANSPG-62, également appelés radars à réseau de Settlemake-70, constituant l'élément central du système de contrôle de tir Mark 99. Comme nous venons de le voir, le SPI est chargé de diriger le missile jusqu'aux 60 dernières secondes de son vol. Dès que le drone atteint ce point de passage, les illuminateurs commencent à le bombarder de dizaines d'impulsions d'une puissance d'environ 10 kW par seconde. La gamme de fréquences de ces ondes radar est comprise entre 8 et 12 GHz. Le chercheur semi-actif du SM-2 connaît la gamme de fréquences précise en question et la recherche activement. Imaginez-le se dirigeant vers une flamme, un peu comme un papillon de nuit. Il est tout simplement incapable de résister. Dès qu'il détecte la proximité de ce rayonnement radar particulier, le SM-2 explose, projetant plus de 6000 fragments métalliques préformés dans toutes les directions à près de 2000 mètres par seconde. Et c'est là le rôle de la dernière étape. L'USS Gravely a tiré le premier coup. Les cellules de lancement verticales, Mark 41 du navire, se sont ouvertes à 3h45 précisément.
tirant 2 missiles SM-2 en direction des drones Samad 3, à une vitesse de Mach 3,5. Ces missiles pouvaient parcourir 5 miles toutes les 7 secondes. Le drone volait à haute altitude lorsque le premier missile a décrit une trajectoire ascendante, visant à frapper en piqué. À mesure qu'il se rapprochait, le missile a effectué de minuscules changements de trajectoire à l'aide des liaisons montantes en temps réel du système de contrôle de tir. Puis, à une altitude légèrement supérieure à 16 000 pieds, il a estimé qu'il était suffisamment proche. La tête à fragmentation à détonation aérienne du missile a été activée lorsqu'un fusible de proximité s'est déclenché à 15 mètres de la cible. Un cône de plus de 3000 cubes de tungstène a pénétré le fuselage. La trajectoire du deuxième missile a été plus compliquée lorsque le premier drone hostile s'est désintégré. Caché dans l'ombre du radar, le Samad volait à basse altitude, rassant la surface de l'océan. Spy a toutefois maintenu son verrouillage. Le drone a brusquement viré pour éviter d'être touché alors que le SM-2 fonçait sur lui. Mais il était trop tard. Juste devant le cône avant du Samad, le SM-2 a explosé après avoir brusquement perdu de l'altitude. La cellule a été déchiquetée par des morceaux de métal, et ce qui en restait a roulé dans l'océan et a disparu sous les vagues. Spy réévalua continuellement le champ de débris après l'explosion des SM-2 afin de déterminer s'il restait quelque chose qui pouvait encore présenter un danger. Aegis et l'équipage, d'ailleurs, peuvent toujours considérer comme une menace tout objet qui correspond à la trajectoire, à la vitesse et au profil des missiles, drones ou avions hostiles connus. Cela signifie que tant que l'écran radar n'est pas totalement dégagé, l'équipage continuera à tirer des missiles. Bien que l'ampleur de la frappe semblait évidente à ce moment-là, les marins du groupe aéronaval Truman ignoraient qu'elle n'était pas encore terminée. Les Houthis prévoyaient un nouveau type de frappe qui n'utilisait pas de missiles de croisière obsolètes ni d'équipements soviétiques recyclés. Mais les équipages du groupe aéronaval Truman n'en avaient pas connaissance. Ils apportaient cette fois-ci une toute nouvelle arme, que certains qualifient de « missile de croisière du pauvre ». Le KZF-2K peut sembler, à un œil non averti, être un drone bon marché, mais ses origines sont beaucoup plus complexes. Les Houthis pensent que cette munition persistante, parfois appelée drone à usage unique, changera l'issue du conflit. Le KZF-2K est construit à partir de pièces introduites clandestinement au Yémen, depuis l'Iran, et repose presque entièrement sur la conception iranienne de l'Ababil T. Les soldats Houthis assemblent ensuite l'appareil au Yémen. Il s'agit fondamentalement d'une charge explosive volante équipée d'ailes. Chaque unité peut transporter jusqu'à 30 kg d'explosifs puissants destinés à exploser à 10 ou 20 mètres au-dessus du sol ou à s'écraser sur le pont d'un navire, projetant des éclats métalliques jusqu'à 80 mètres dans toutes les directions. Les opérateurs n'utilisent pas de manette pour guider ces drones. Ils peuvent être lancés en essaim sans avoir besoin d'une ligne de visée ou d'un contrôle en temps réel, car ils sont préprogrammés pour voler vers des coordonnées GPS à l'aide d'un système de navigation inertiel. Ils volent simplement, localisent leur cible et explosent. Avec une autonomie de 100 minutes et une vitesse de croisière de 250 km/h, ils peuvent facilement atteindre une base militaire américaine dans leur rayon d'action de 100 à 150 km. Une force opérationnelle navale offshore est en cours de déploiement. Le KZF-2K, qui peut atteindre une altitude de 5000 mètres et est propulsé par un moteur à piston basique, n'est pas particulièrement rapide ni furtif. Mais ce n'est pas nécessaire. Sa force réside dans son nombre. Au lieu de se contenter de se défendre, le groupe aéronaval américain a riposté avec une combinaison de puissance de feu, de brouillage électronique et de supériorité psychologique que peu d'adversaires auraient pu prévoir. La tentative des Houthis d'attaquer un porte-avions américain est devenue un cas d'école en matière de dissuasion contemporaine, et non un simple échec tactique. Le personnel de commandement à bord de l'USS Dwight D. Eisenhower utilisait des balayages passifs pour suivre les signaux suspects avant même que la première vague de drones ne soit détectée.
un certain nombre d'anomalies radar et d'impulsions électriques erratiques laissaient présager une attaque organisée des Houthis, peut-être aidée par des éléments logistiques iraniens. Après confirmation, le groupe d'attaque a immédiatement déclenché le protocole de défense à spectre complet Alpha 4, une doctrine d'engagement à plusieurs niveaux qui comprend des contre-mesures électromagnétiques, cybernétiques et cinétiques. Les systèmes de destruction pure constituaient la couche 1. L'espace aérien a été illuminé par des systèmes d'armes de proximité, CAWS, tels que le Phalanx et le CRAM, qui ont tiré des milliers de coups par minute sur les drones en approche. Des intercepteurs Standard Missile 6 ont jailli de cellules de lancement verticales pour abattre les drones ailés plus gros qui transportaient probablement des charges utiles plus lourdes, tandis que des missiles Evolved Sea Sparrow, ESSM, ont pris pour cible les menaces à moyenne altitude. La guerre électronique faisait partie de la deuxième couche. Le groupe d'attaque était escorté depuis les airs par des pods de brouillage embarqués sur des EA-18G Growlers, qui ont commencé à émettre des rafales de haute intensité sur les fréquences présumées de commandement et de contrôle des drones. En raison de la surcharge électromagnétique qui déstabilisait leurs gyroscopes embarqués, de nombreux drones Houthis ont commencé à dériver ou à s'effondrer en spirale. Quelques-uns se sont percutés en plein vol. D'autres sont tombés dans l'océan sans causer de dommages. Troisième couche, la Cyber Infiltration. À l'aide d'outils d'injection de code à réponse rapide développés par l'Agence nationale de sécurité et les États-Unis, des experts du Cyber Command ont lancé des exercices de contre-code à bord de l'USS Bataan. Un drone de conception iranienne a notamment été pris en otage en plein vol et détourné pour s'écraser sur sa propre zone de rassemblement, détruisant au passage un véhicule radar situé à proximité. Cependant, la synchronisation de la défense était sans doute l'aspect le plus étonnant. Ce n'était pas le résultat de dizaines de systèmes distincts réagissant de manière autonome. Chaque dispositif de ce réseau défensif fournissait des données en temps réel aux autres, permettant ainsi d'adapter les zones de tir, de classer dynamiquement les menaces et de modéliser les trajectoires de manière prédictive. À mesure que de nouveaux drones entraient en scène, des algorithmes d'apprentissage automatique réévaluaient régulièrement les risques. Résultat, le porte-avions n'a subi aucun impact, aucun blessé. Dissuasion maximal. Cependant, la réponse était loin d'être terminée. Une force opérationnelle secondaire s'est séparée de l'arrière du porte-avions alors que les derniers drones étaient détruits. Composé de navires d'attaque rapide et de destroyers de classe Arleigh Burke, elle a avancé secrètement vers la côte yéménite sous la direction des signaux SIGINT, provenant des nœuds de communication des Houthis et de la triangulation par satellite. Pendant ce temps, le Conseil national de sécurité convoquait une réunion d'urgence à Washington, D.C. Le président était informé personnellement par le secrétaire à la Défense, qui confirmait que la tentative d'attaque contre le porte-avions américain avait échoué, mais soulignait qu'il y avait des indications d'une coordination externe, très probablement de la part d'opérateurs de la force codes iranienne, derrière cette escalade. Les agents de renseignement à bord du porte-avions ont procédé à une analyse approfondie des débris de drones qui avaient été récupérés. Les résidus chimiques trouvés sur les composants du fuselage ont révélé qu'ils provenaient d'entreprises soutenues par l'État iranien, même si les numéros de série avaient été effacés. Même la conception des circuits d'un drone correspondait au schéma divulgué par un réseau d'approvisionnement à l'époque de Qasem Soleimani. Les preuves étaient incontestables. Il s'agissait d'un élément d'une guerre secrète plus vaste qui se déroulait en coulisses, et non d'un acte isolé des Houthis. Washington a alors pris des mesures. Pas par des communiqués de presse, pas avec prudence, mais dans le calme, l'acier et la discrétion. L'USS Florida, un sous-marin lanceur d'engins guidés qui rôde dans les profondeurs du golfe d'Aden, a obtenu ses coordonnées de tir dans les 3 heures qui ont suivi l'attaque manquée des drones. Le sous-marin avait été discrètement déplacé quelques jours avant l'attaque prévue et était resté sous l'eau.
silencieux et mortel. Le moment était venu. Depuis ses tubes de lancement, une salve de missiles de croisière Tomahawk TLM a explosé, décrivant un arc au-dessus de la mer Rouge avant de se diviser en branches préprogrammées, chacune visant un hangar, un radar ou un centre logistique Houthi distinct. Cependant, il ne s'agissait pas de missiles de croisière classiques, mais d'une configuration révolutionnaire de type BlockFi, comprenant des ogives à rendement variable et des autodirecteurs multimodes. Les conséquences furent immédiates et désastreuses. Un nuage de béton broyé obscurcit un centre de commandement près de Sada. Des boules de feu gigantesques, visibles à des kilomètres à la ronde, jaillirent un des bunkers de carburant, enfoui profondément sous la roche. Les bunkers de communication ressemblaient à des coquilles d'œufs qui se brisaient. Les Houthis perdaient plus que leurs biens. Ils perdaient également leurs infrastructures résistantes. Des essaims de drones lancés depuis des navires de la marine américaine ont commencé à balayer le champ de bataille, comptant les dégâts, recherchant les survivants et envoyant des gigaoctets de données aux analystes du CENTCOM. Ce n'était pas un conflit. La purge était révélatrice. Forts de leurs quelques victoires tactiques, les Houthis devaient désormais vivre sous surveillance constante. Chaque signal, chaque mouvement, chaque tentative de regroupement était enregistrée, examinée et traitée. L'omniprésence des données avait annulé leur avantage lié à leur connaissance du terrain. Le commandement militaire saoudien à Riyad était à la fois étonné et enthousiasmé par la réaction américaine. En quelques heures, il a déclenché un mécanisme de défense conjointe jusqu'alors inactif, donnant aux forces navales et aériennes américaines un meilleur accès aux renseignements obtenus grâce à la surveillance des frontières yéménites. Cela a marqué le début d'une nouvelle phase de collaboration qui allait relier les systèmes de défense antimissiles des États du Golfe. De plus, les analystes militaires israéliens à Tel Aviv ont lancé l'avertissement suivant. La réponse des États-Unis va au-delà d'un simple message adressé aux Houthis. Elle sert de répétition générale pour un rejet à l'échelle du théâtre des opérations de la politique iranienne en matière de drones. L'ambiance a changé dans tout le Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis ont déplacé leurs installations militaires plus près de leur côte occidentale. Bahreïn a relevé son niveau d'alerte à orange. L'Égypte a adressé un avertissement clair mais discret aux groupes affiliés aux Houthis dans le Sinaï, leur enjoignant de cesser toutes leurs activités pour une durée indéterminée. Cependant, l'effet dissuasif a peut-être été le plus perceptible en Iran. Une session d'urgence du Conseil suprême de sécurité nationale a été convoquée. Selon certaines informations, les États-Unis avaient non seulement retracé l'origine du drone, mais avaient également utilisé cette attaque manquée comme un cheval, de Troie pour identifier les itinéraires logistiques iraniens à travers le Yémen, ce qui a confirmé les craintes de Téhéran. Les discussions internes laissaient transparaître la panique. Des conseillers stratégiques ont suggéré de déplacer la production de drones de Bandar Abbas vers des zones plus enclavées à l'intérieur des terres. Les commandants sur le terrain du CJRI ont reçu l'ordre de garder le silence radio pendant 72 heures, profitant de la confusion. Les cyberforces américaines ont introduit clandestinement des traceurs d'empreintes quantiques dans les communications satellitaires régionales. Les États-Unis, quant à eux, n'ont fait aucune déclaration, pas même un avertissement, juste le silence de la conscience totale. Les pilotes à bord de l'USS Eisenhower ont réarmé leurs avions, mais n'ont pas décollé. Les Marines n'ont pas été déployés, mais ils étaient en état d'alerte. Les développeurs ont plutôt réentraîné les modèles d'identification des cibles en utilisant les informations en temps réel fournies par le système de défense anti-drone après avoir téléchargé la dernière version du logiciel d'IA sur le système de gestion de combat du navire. Si la vague suivante arrivait, elle rencontrerait un ennemi plus intelligent. Une dernière mesure a été prise alors que le soleil commençait à se coucher. L'opération Reverb a été lancée par la marine américaine sans utiliser de chasseurs ni de missiles.
Une diffusion de précision a été utilisée. Des signaux à haute fréquence ont été dirigés directement vers les postes d'écoute ennemis après avoir rebondi sur l'ionosphère. Il ne s'agissait pas de messages de propagande. Chacun des signaux cryptés contenait des données télémétriques codées qui trompaient les systèmes adverses et leur faisaient révéler leur position précise. À la tombée de la nuit, 6 autres cibles avaient été géolocalisées sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il était désormais très clair pour les Houthis et tous ceux qui observaient de la situation. Vous pouvez bien toucher un panneau, mais nous détruirons votre système. Silencieusement. Totalement. Sans pitié. Le groupe d'attaque ignore que les Houthis ont secrètement récupéré des dizaines de ces drones dans une cachette et qu'ils avancent directement vers eux. Pour l'instant, au revoir.